Savez-vous qu'il y a probablement un morceau de la République démocratique du Congo dans votre smartphone? Ce pays, la RDC, pourrait être l'une des nations les plus riches du monde. La raison? Ce qui se trouve sous sa terre. Des ressources colossales, comme l'or, le cobalt et le coltan. Pourtant, la RDC n'est pas riche. Au contraire, une grande partie de la population congolaise figure parmi les plus pauvres du monde. C'est un avis que partage d'ailleurs Paul Nantulia, un associé de recherche à Africa Center, lors d'un appel à cordes à la chaîne de télévision DW Afrique. Le Congo est fondamentalement un pays doté de ressources, mais c'est aussi un pays maudit par ses ressources. Et c'est aussi le théâtre de ce qui est peut-être le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce paradoxe. Comment la RDC est-elle devenue un terrain de pillage pour les puissants et les multinationales? Et comment même ses voisins ont-ils leur part dans cette exploitation? Bonjour et bienvenue sur Cultura of Africa. Aujourd'hui, nous abordons une histoire complexe et déchirante, celle d'une terre bénie par la nature mais frappée par une malédiction sans fin. Préparez-vous à un voyage au cœur de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, ou RDC, parfois simplement appelée le Congo, n'est pas à confondre avec son voisin, la République du Congo. La RDC est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne et elle est bordée par pas moins de 9 pays. L'un d'eux, le Rwanda, joue d'ailleurs un rôle majeur dans cette tragédie, mais nous y reviendrons plus tard. On estime que 110 millions de personnes vivent en RDC. 3 sur 4 n'ont souvent pas accès aux besoins les plus fondamentaux. Un abri, de l'eau potable et suffisamment de nourriture. Un enfant sur 12 y meurt avant l'âge de 12 ans. La RDC figure parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. C'est cette misère qui pousse des centaines de milliers de Congolais à travailler dans des sites miniers comme celui-ci. C'est là que notre histoire commence. Un travail dangereux, dans des conditions périlleuses, pour seulement quelques dollars par jour. Le travail des enfants, les menaces et la violence sont monnaie courante. Sans parler des vastes dégâts environnementaux. Tout cela se produit à cause de la ruée vers les richesses enfouies. On estime à 24 000 milliards de dollars américains la valeur des minerais qui se trouvent sous la surface. Vous avez un pays qui est effectivement l'un des pays les plus riches du monde. Certainement le pays le plus riche d'Afrique, avec toutes sortes de ressources que vous pouvez imaginer, dont certaines n'ont même pas encore été découvertes. Vous parlez de n'importe quelle ressource, nommez-la, elle est au Congo, en abondance. Prenons l'exemple de l'or, utilisé pour les bijoux et l'électronique. Le cobalt, essentiel pour les batteries, notamment dans les voitures électriques. La RDC détient plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt. Le cuivre, vital pour les panneaux solaires. Et le coltan, littéralement omniprésent dans les appareils électroniques, par exemple, dans votre smartphone. On estime que 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent en RDC. Cette carte montre certaines des principales mines industrielles de cobalt, de cuivre et d'or de la RDC. Alors, qui possède ces mines? La RDC détient une part minoritaire dans beaucoup d'entre elles. Mais presque toutes sont majoritairement détenues par des étrangers. Certaines par une entreprise suisse, Glencore, ou des firmes canadiennes et des Émirats arabes unis. Mais l'acteur le plus important ici, c'est la Chine. Les points rouges représentent les mines majoritairement détenues par des entreprises chinoises. Depuis les années 1990, la Chine a tissé des liens avec la RDC, acquérant de plus en plus de contrôle sur les précieuses ressources naturelles du pays. D'ailleurs, cette immense mine était détenue par une entreprise américaine jusqu'aux années 2010, mais a été vendue à une firme chinoise. Une décision que le gouvernement américain regrette aujourd'hui, car ces ressources seraient cruciales pour la construction de voitures électriques. Les entreprises chinoises contrôlent 70% de l'extraction du cuivre et 50% de l'extraction du cobalt en RDC. Prenons cet immense site minier de cuivre et de cobalt. Il est majoritairement détenu par des entreprises chinoises depuis que la RDC et la Chine ont conclu un accord en 2008, l'accord SICOMINE. Cet accord portait sur l'investissement. En échange de l'accès à la mine, la Chine s'était engagée à construire des routes, des écoles et des hôpitaux. Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Pourtant, une grande partie des investissements promis ne s'est pas concrétisée. Les Congolais doivent encore se contenter de routes comme celle-ci. Alors, où est passé tout l'argent? Principalement perdu dans la corruption. C'est une raison majeure de la pauvreté dans le pays. La RDC est classée 162e sur 180 pays selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. En clair, la corruption est partout dans le pays, y compris dans les accords avec les multinationales, qu'elles soient européennes ou chinoises. Mais les coupables ne sont pas seulement extérieurs. Mais le peuple congolais a eu des gouvernements qui lui ont été imposés et qui sont vraiment du pire type que l'on puisse imaginer.
L'histoire du Congo est indissociable de cette exploitation. Ce sont d'abord ses propres dirigeants qui ont tiré profit de ces ressources, une pratique qui remonte loin dans le temps. Pour comprendre la longue histoire d'exploitation de la RDC, il faut remonter jusqu'à cet homme, le roi Léopold II de Belgique. En 1885, il s'empare de ce vaste territoire et en fait sa propriété personnelle, le nommant État indépendant du Congo. Un nom ironique, car il était tout sauf libre. On estime à 10 millions le nombre de Congolais tués ou morts de faim et de maladie sous le règne cruel de Léopold. Beaucoup furent réduits en esclavage et forcés à travailler, notamment pour la récolte du caoutchouc, essentiel à l'époque pour les pneus de voitures et de vélos. L'exploitation s'est poursuivie après 1908, lorsque la Belgique transforma, elle, État indépendant du Congo, en colonie. Mais en 1960, un vent d'espoir souffle sur la RDC. Le pays gagne son indépendance et se dote de son premier ministre, Patrice Lumumba. Encore aujourd'hui, beaucoup de Congolais le considèrent comme un héros national. Lumumba avait une vision claire, construire une nation juste, où les ressources naturelles du pays serviraient au bénéfice de tous ses citoyens. Donc, le Congo ne s'est jamais remis de cette tragédie. Et je pense que c'est la première raison pour laquelle le pays est dans des cycles répétés de traumatisme et de crise. Quelques mois seulement après son entrée en fonction, Lumumba est capturé par ses opposants, puis assassiné, avec le soutien tacite de la Belgique et des États-Unis. Il voulait l'écarter, craignant qu'il ne se rapproche trop de l'Union soviétique pendant la guerre froide. En fait, l'un des problèmes qui a constamment affligé la République démocratique du Congo a été l'instabilité politique et la mauvaise gestion chronique par les gouvernements successifs. Et quand on parle de gouvernement, il n'y en a pas eu beaucoup en réalité. C'est parce que le dictateur Joseph Désiré Mobutu a régné pendant 32 ans. Mobutu, avec son chapeau distinctif en peau de léopard, a rebaptisé le pays Zaïre. Il s'est enrichi de manière indécente, pillant les caisses nationales aux dépens du peuple. Les pays occidentaux, y compris les États-Unis, ont accepté de fermer les yeux. Ils voulaient le garder proche d'eux et éloigné de l'Union soviétique, car, vous l'avez deviné, ils voulaient bien sûr un accès prioritaire aux ressources du pays. Une fois, les États-Unis ont même envoyé plusieurs avions à Mobutu dans le but d'obtenir des droits miniers. Il a exigé que l'un d'eux soit chargé de 60 000 $ de Coca-Cola. La règle kleptocratique, qui a été affinée et perfectionnée par Mobutu, est malheureusement devenue partie intégrante de la manière dont le pays est gouverné. Et cela a continué, longtemps après Mobutu. D'abord sous Laurent Kabila, puis sous son fils Joseph, qui était notoirement corrompu. Encore une fois, la richesse minérale de la RDC a été vendue à des investisseurs étrangers, à des prix dérisoires. Lorsque l'actuel président, Félix Tshisekedi, est entré en fonction en 2019, il a promis de s'attaquer à la corruption. Mais ces deux élections ont été entachées d'allégations de fraude. Et pour beaucoup de gens, pas grand-chose n'a changé. C'est ce que pense Beverly Oshien, experte en cybersécurité basée à Dakar. Je pense qu'il y a eu quelques petits progrès. Savoir si ce gouvernement a réellement atteint certains des objectifs de campagne qu'il avait mis en place, c'en est une autre question. Nous avons donc vu comment la corruption et l'exploitation font obstacle à un avenir meilleur pour le peuple congolais. Mais il y a un autre obstacle majeur. La pauvreté au Congo, en particulier dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, est principalement due à la guerre. Celle-ci sévit à l'est de la RDC. Plus de 120 milices différentes y sont actives. Oui, vous avez bien entendu, 120. Certaines sont de petits groupes locaux, d'autres sont de plus grandes milices soutenues par l'étranger, comme le M23 et les FDLR. Nous y reviendrons. Ces milices ont des objectifs et des agendas différents. Et un moyen de financer ces objectifs? Exactement, nous revenons aux minerais. Regardez les provinces les plus touchées par le conflit, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est aussi là que se trouvent la plupart des précieuses ressources naturelles de la RDC. Prenons cet exemple. En 2024, des militants du M23 ont pris le contrôle de ces sites miniers près de la ville de Rubaya. C'est de cette zone que provient la majeure partie du coltan de la RDC. Vous vous souvenez de celui-là? C'est l'un des minerais nécessaires à votre smartphone. Il est donc précieux et lucratif pour tout groupe qui peut mettre la main dessus. Mais ce conflit est bien plus complexe. Mais il y a bien plus dans ce conflit que les seuls minerais. Pour décortiquer cela, il faut remonter dans le temps et se diriger vers l'un des voisins de la RDC, le Rwanda. Là, en 1994, un génocide brutal se déroulait. Un groupe ethnique s'était retourné contre un autre, la majorité Hutu contre la minorité Tutsi au pouvoir. Au final, des extrémistes Hutus ont tué environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Pendant cette période, de nombreux Rwandais ont fui à travers la frontière, vers la RDC. Parmi eux,
certains des auteurs hutus du génocide. Les conséquences du génocide rwandais influencent encore aujourd'hui le conflit dans l'est de la RDC et le jeu d'accusations qui l'entoure. Deux des plus grandes milices en sont la preuve. Les FDLR ont été créés par ces extrémistes liés au génocide. Puis il y a le M23. Ses membres sont principalement des Tutsis, donc les victimes du génocide. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Et inversement, le Rwanda affirme que la RDC travaille avec les FDLR. Les deux gouvernements nient ces accusations. C'est complexe, mais suivez-nous. Il existe un autre groupe clé, l'ADF. Il est très difficile de trouver des photos d'eux, seulement des traces de destruction qu'ils laissent derrière eux. Cette milice islamiste est originaire d'Ouganda et a des liens avec le soi-disant État islamique. Des décennies de combats menés par ces groupes et bien d'autres ont fait environ 6 millions de morts depuis 1996. Aujourd'hui, 7 millions de personnes supplémentaires en RDC sont des déplacés internes, selon les rapports de l'ONU. Ces personnes ont tout perdu. L'armée congolaise est censée contenir le conflit. Mais elle aussi, comme d'autres, a fait face à des allégations de violation des droits humains et de corruption. Et maintenir une armée est coûteux. De nombreuses personnes continuent de souffrir, pendant que d'autres en tirent profit. Le Congo a eu des voisins qui n'ont pas été de bons voisins, des voisins qui ont exploité les lacunes de gouvernance du Congo. Il ne fait aucun doute que le Rwanda bénéficie massivement de l'instabilité en RDC. La majeure partie de l'or exporté par le Rwanda serait de l'or congolais, passé en contrebande à travers la frontière. Et tandis que la RDC est le plus grand producteur mondial de coltan, le plus grand exportateur de coltan est le Rwanda. Mais malgré cette contrebande, l'Union européenne a conclu un accord minier controversé avec le Rwanda. Des ONG locales affirment que cet accord alimente même les conflits. Le Rwanda n'est pas le seul endroit où ces ressources aboutissent. Des experts de l'ONU ont découvert que de l'or et d'autres minerais de la RDC étaient également passés en contrebande vers l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et même les Émirats arabes unis. De là, vous savez, ils se retrouvent sur les marchés internationaux ou sur le marché noir international. Et encore une fois, possiblement dans votre smartphone. Alors, où en sommes-nous? Les efforts internationaux pour résoudre ces problèmes n'ont pas fonctionné. Les accords de cessez-le-feu ont volé en éclats. La plus grande mission de maintien de la paix de l'ONU a largement échoué. Alors, y a-t-il au moins un peu d'espoir pour le Congo? Le Congo a besoin d'un gouvernement démocratique, légitime, qui soit respecté et légitimé par le peuple. Pour espérer un avenir meilleur, un avenir radieux, le gouvernement doit impliquer la population locale dans la gestion de ses ressources. Cela ressemble pour l'instant à un vœu pieux. L'un des conflits les plus longs au monde semble devoir se poursuivre. Et d'autres ne cesseront pas de profiter des richesses du pays. L'histoire de la République démocratique du Congo est un rappel brutal de la complexité du monde et de l'interconnexion de nos destins. Chaque minerai dans nos appareils a potentiellement un coût humain et environnemental immense. Comprendre, c'est déjà un premier pas vers le changement. Si des histoires comme celle-ci, qui décortiquent les enjeux géopolitiques, culturels et sociaux de l'Afrique vous intéressent, alors Cultura of Africa est la chaîne qu'il vous faut. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Pensez à activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur la situation en RDC. Votre engagement est essentiel pour faire entendre ces voix et ces réalités. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Cultura of Africa.